Bonjour mesdames et messieurs, on va y aller parce que c'est le lot de festival que de devoir commencer à l'heure et finir à l'heure, puisque comme vous le savez, on enchaîne durant toute la journée une dizaine de rencontres, de conférences et de tables rondes. Et pour que tout le monde puisse vivre la vie du festival, on va essayer d'être respectueux des horaires. Merci d'être venus si nombreux aujourd'hui pour cette rencontre autour d'une question assez étonnante. La liberté est-elle de droite ou de gauche ? La liberté qui s'affiche aujourd'hui au fronton de nos écoles ou de nos mairies, ainsi qu'en tête d'affiche du festival Polythéia, est depuis plusieurs siècles l'objet de batailles politiques. En France, où la droite et la gauche ont structuré, et structurent peut-être encore, le débat politique, la notion de liberté est au cœur des querelles du fait de notre histoire, mais aussi des différentes définitions que ces acteurs ont pu donner à ce mot, qui, en fait de valeur universelle, reste largement discuté. À gauche, si l'on vante historiquement la liberté d'association, la liberté de la presse, la liberté d'expression ou de manifester, si l'on fait du droit d'asile une liberté cardinale, si l'on s'enorgueillit d'avoir participé à la lutte en faveur de nombreuses libertés politiques et sociales, la gauche française regarde parfois de travers le libéralisme économique, accusé justement de fragiliser ses conquêtes. Durant sa longue histoire, une partie de la gauche française a même pu frayer avec des expériences politiques où la liberté n'était pas forcément la priorité des régimes en place. Une relation contrariée à tel point qu'une pensée toute faite associe aujourd'hui davantage la gauche au souci de l'égalité, la vertu des pauvres, pour reprendre le mot de Charles Péguy, et la droite à la défense de la liberté. À droite, pourtant, l'histoire n'est pas moins conflictuelle. Peu de choses en commun, en effet, entre les lecteurs de Tocqueville et ceux de Joseph de Maistre, entre les partisans du libertarisme et ceux davantage soucieux avec Bonaparte du maintien de l'ordre public, entre la droite souverainiste qui hérite de Gaulle une certaine fascination pour l'État et celle qui veut toujours davantage libéraliser l'économie et qui nous dit avec Reagan que l'État n'est pas la solution mais le problème. Entre celles, enfin, qui se méfient d'une trop grande liberté des mœurs et celles toujours davantage soucieuses que rien ne puisse entraver les libertés individuelles. Examiner en détail cette histoire est d'ailleurs l'occasion de jeter une lumière très éclairante sur notre présent, qui postule parfois d'une mort du clivage gauche-droite, et si, justement, on se posera la question, le rapport à la liberté n'était pas le nouveau clivage politique qui structure notre vie politique et qui la structurera dans les années à venir. Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons l'honneur et le plaisir de dialoguer aujourd'hui avec deux personnalités importantes et dont les travaux permettent de mieux cerner les enjeux. D'abord, Michèle Riot-Sarcé, bonjour. Vous êtes historienne, professeure émérite d'histoire contemporaine et d'histoire du genre à l'université Paris 8 Saint-Denis. Vous êtes notamment spécialiste de l'histoire du genre, du féminisme, des révolutions, des utopies et de l'histoire sociale et politique de notre pays. Vous avez notamment publié Le réel de l'utopie en 1998, ce livre, Le procès de la liberté, une histoire souterraine du 19e siècle en France, qui est sorti en 2016, ou encore L'émancipation entravée, c'est celui-ci qui sort tout juste des fourneaux, l'idéal au risque des idéologies du 20e siècle. Il est sorti hier et il est en vente dans notre librairie. Quant à vous, Jean Garrigue, bonjour. Vous êtes historien, spécialiste d'histoire politique, professeur émérite à l'Université d'Orléans. Vous présidez aussi le comité d'histoire parlementaire et politique et depuis 2021, vous écrivez aussi dans le journal Franc-Tireur. Vous avez notamment publié plusieurs travaux universitaires sur l'histoire politique française des 19e et 20e siècles. Vous êtes l'auteur, entre autres, d'Élysée Circus, une histoire drôle et cruelle des présidentielles en 2016, La République des traîtres de 1958 à nos jours en 2018, La République incarnée de Léon Gambetta à Emmanuel Macron en 19, ou encore celui-ci, Les perdants magnifiques de 1958 à nos jours. Alors, se poser une question aussi vaste que la liberté est-elle de droite ou de gauche, aussi complexe aussi, demander de trouver une méthode, que j'ai mis un peu de temps à chercher, j'en parlais avec vous hier soir. Et puisque nous sommes en présence de deux historiens, je me suis dit que l'investigation chronologique était finalement la meilleure des solutions. Alors j'ai choisi que nous passions cette heure et demie ensemble autour de 8 grands temps qui vont de la Révolution française à nos jours, et bien sûr, les contraintes horaires et le statut forcément arbitraire que tout choix implique risquent de nous forcer d'enjamber certaines périodes ou certains moments importants. Mais je ne doute pas que mes invités n'hésiteront pas à prendre des libertés justement avec les contraintes s'ils veulent s'aventurer sur d'autres rivages que ceux qui s'afficheront à l'écran.
Et je vais d'ailleurs commencer par vous, Michel Riosarcé, parce que vous me disiez hier soir qu'avant d'entamer notre parcours historique de 1789 à 2023, vous vouliez faire un préambule. Alors, je vous laisse. Un préambule, c'est peut-être beaucoup dire. Celui-ci, peut-être. Ouais, simplement, j'essaye de tracer une perspective historique, parce que très souvent, le 19e siècle est mal enseigné pour comprendre un peu qu'est-ce que la liberté. Mais nous sommes obligés de revenir au XVIIIe siècle, puisque les Lumières, comme vous le savez, et Kant en particulier, a défini qu'est-ce que la liberté au sens complet du terme. Être libre, c'est se dégager des tutelles dont nous serions responsables. C'est-à-dire se libérer des représentations qui nous enferment. Il reprend en cela des thèmes qui sont très anciens, et notamment l'Antiquité grecque et romaine, Sénèque notamment, et ce constat, ce n'est pas simplement une orientation philosophique, que vous le tourniez dans tous les sens, est absolument irréversible, incontournable. Pour être libre, il faut se libérer soi-même avec les autres. C'est moi qui rajoute ça. Donc, le XVIIIe siècle a donné le là. Et du point de vue des expériences, c'est la Révolution française qui a ouvert en quelque sorte le champ des possibles. Edgar Quinet a expliqué de manière admirable au XIXe siècle que la Révolution française avait ouvert la voie à l'impossible. C'est-à-dire que la totalité des individus, hommes ou femmes, esclaves ou ilotes, tous, sans exception, pouvaient se penser libres en potentiel. Ils ne l'étaient pas, mais le devenir libre était possible. La Révolution a ouvert la voie à l'impossible. Et de ce fait, le XIXe siècle a cherché, d'une certaine manière, à achever les promesses de la Révolution. Donc, tous ceux qui n'étaient pas libres, les non-libres, ceux qui étaient attachés au travail, en quelque sorte, les prolétaires, le mot prolétaire vient précisément de cette période, 1830, eh bien, ont tenté de se libérer eux-mêmes des entraves, et en particulier des entraves sociales, de l'exploitation de l'homme par l'homme, puisque le progrès du XIXe siècle s'est réduit en quelque sorte au progrès industriel et a assujetti les individus à la machine et donc au contrat social qui n'en était pas un. De ce fait, la liberté a été définie très tôt, la liberté pleine et entière, mais très tôt, dès 1830, 1831, par Pierre Leroux. Mais Pierre Leroux ne se fait là pour le coup que le porte-parole d'une multiplicité d'individus qui se cherchaient et qui décidaient ce qu'était la liberté. La liberté est ceci, je dis bien ceci, on retrouve cette définition aujourd'hui, c'est le pouvoir d'agir dans tous les domaines intellectuels, politiques, social, individuel. Mais le pouvoir d'agir dans tous les domaines, ça veut dire être libre avec les autres. Et de ce fait, cette liberté a pris un essor considérable et a été mise en œuvre par l'expérience. Être libre, c'est expérimenter sa propre émancipation. Enfin, vous allez être étonnés, mais l'expérience de la liberté pleine et entière a été prise dans les années 1830. Et 1830, ce sont les femmes, avec en particulier le collectif des Saint-Simoniennes, qui a décidé de publier La femme libre en 1830. Et cette femme libre a été publiée par les femmes ouvrières prolétaires. C'est-à-dire, elles ont décidé, si vous voulez, de démontrer ce qu'était la liberté. L'une d'entre elles a décidé même en 1931 que cette liberté était difficilement accessible et donc elle a fait comme Condorcet, s'est suicidée librement en expliquant que cette liberté était impossible. Et préalablement, elle a publié un texte absolument remarquable, L'affranchissement des femmes ou une parole souverainement révoltante. Si je m'attarde sur ces périodes d'apprentissage de l'émancipation
d'apprentissage par l'expérience de la liberté, c'est que le processus de la liberté s'est peu à peu transformé avec la fin du siècle. Au début, sans droit, sans possibilité aucune d'être libre, les individus les plus attachés justement à ce contrat social qui n'existait pas se sont auto-organisés par les associations, les mutuelles, etc., etc. Et donc ont bien compris que la liberté, c'était s'émanciper soi-même avec la naissance de la première internationale, donc dans les années 60, avec ce que ça implique comme auto-organisation collective à l'échelle internationale. Les prolétaires se libéreront eux-mêmes, comme les femmes avaient décidé en 1835. Les femmes ne devront qu'à elles-mêmes leur émancipation définitive. Et peu à peu, l'institutionnalisation, les organisations se sont substituées aux individus et on a glissé de l'émancipation réelle à la liberté qui se donne. La liberté qui se conquiert s'est transformée en liberté qui se donne. Et l'État, également, mis en place, s'est voulu un État protecteur et non pas un État qui était administré par ceux qui étaient libres. Comprenez bien que la démocratie s'est transformée en démocratie représentative et l'émancipation, qui est le fondement même de la liberté, s'est transformée, je dirais presque, en liberté donnée, accordée ou protégée. Voilà le schéma que je voulais préalablement vous donner. Excusez-moi si j'ai été un petit peu longue, pour que vous compreniez comment cette transformation a eu lieu, au point qu'aujourd'hui, la liberté, c'est la liberté individuelle à son paroxysme qui se transforme en liberté de s'exploiter soi-même avec ce qu'on appelle l'ubérisation. Donc comment on est passé de cette idée d'émancipation avec la référence kantienne incontournable à une liberté qui est accordée, protégée, mais on a perdu le sens de la liberté. Merci pour cette introduction. On va repartir à ce qui est aussi le point de départ de votre propos, la Révolution française. Jean Garrigue, c'est évidemment un acte politique important en 1789. Peut-on dire, pour revenir à notre question de départ, que c'est à la Révolution française à la fois qu'apparaissent une droite et une gauche dans le paysage politique français, en même temps que la liberté fait son entrée dans le débat politique et est codifiée pour la première fois comme un droit naturel et imprescriptible de l'homme. Est-ce que c'est concomitant ? Alors, il est vrai qu'au moment de la Révolution française, par rapport à la géographie des assemblées, se structurent des formes de droite et de gauche qui sont d'ailleurs évolutives sous la Révolution française. Au début, elles opposent des nuances d'opposition à la monarchie absolue, et puis ensuite on va basculer vers des oppositions entre les républicains, ceux qui restent fidèles à la monarchie, et puis on va basculer vers des républicains plus avancés, des montagnards, et une plaine, un marais, et puis des girondins, etc. Bon, ça c'est une certitude. Mais je voudrais revenir quand même apporter une petite nuance à ce qu'a dit tout à l'heure Michel, même si le schéma qu'elle nous a dressé était indispensable, effectivement, sur cette idée d'émancipation progressive et de cette liberté qui se conquiert et qui est ensuite donnée. Vous avez choisi la Révolution française comme point de départ parce qu'elle permettait effectivement de marquer un de ces moments où précisément, sous l'impulsion des députés de l'Assemblée nationale constituante, une forme de liberté se donne ou est donnée avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui fait de la liberté un point cardinal de la nouvelle construction, je dirais, philosophique qui préside à la nouvelle construction politique. Mais il y a eu aussi auparavant la Révolution américaine, par exemple, la guerre d'indépendance américaine, et là aussi ont été agitées ces idées de liberté. D'ailleurs, au fond,
la guerre d'indépendance, c'est une prise de liberté des colonies américaines, une revendication de liberté par rapport à la tutelle de l'État monarchique britannique. Et on pourrait aussi rappeler la Révolution glorieuse, justement, en Angleterre, un siècle plus tôt, où l'on voit, au nom des libertés politiques, où l'on voit s'émanciper le Parlement vis-à-vis de la monarchie. Donc, le tableau de cette appropriation de l'idée de liberté par ceux qui vont construire un nouveau paysage politique, ce tableau-là est international. En tout cas, repose au moins sur ces 3 piliers. Bon. Il est vrai que par l'universalité du moment révolutionnaire français fait que voilà, cette concordance dont vous avez parlé entre la délimitation entre une droite et une gauche, et puis cette idée de liberté qui commence à être un fondement d'une construction, d'une architecture politique, c'est vrai que c'est spécifique à la situation française, parce que ces notions-là, que ce soit enfin, dans les 2 grands autres modèles, on va dire, de la construction démocratique qu'étaient l'Angleterre et les États-Unis, ces notions-là sont beaucoup moins marquées, beaucoup moins évidentes. Même s'il faut toujours répéter qu'elles sont là aussi très évolutives tout au long du XIXe siècle en France. La gauche et la droite sont en permanente fluctuation, adaptation. Bon. Donc là, il y a véritablement, effectivement, une rencontre entre ces deux idées, mais d'emblée, il est très compliqué de définir, j'allais dire, un monopole de la liberté. Il est évident que ceux qui combattent l'absolutisme monarchique le font en grande partie parce qu'ils sont inspirés par les idées des Lumières, par Rousseau et par les autres, peut-être moins par Kant, mais de manière plus ou moins indirecte, ils le seront, et le XIXe siècle en est imprégné. Mais, si vous voulez, l'adéquation entre ces 2 notions n'est pas évidente. Il va y avoir, moi, ce sont des personnages sur lesquels j'ai un petit peu travaillé, tout au long même du premier 19e siècle, justement, dans cette période que connaît bien Michel. Il y a aussi un certain nombre de penseurs libéraux, c'est-à-dire qui font de la liberté le fondement de leur construction politique, et qu'on peut considérer sur la droite de cet échiquier politique, c'est-à-dire qui restent partisans d'un régime de monarchie, alors certes, une monarchie dite libérale, censitaire, voire constitutionnelle, qui s'appuierait sur une charte, mais il y a toute une famille, si vous voulez, toute une famille de pensée libérale qui fait, je répète, de la liberté, mais d'une certaine conception de la liberté, fondée essentiellement sur la liberté des échanges, sur la liberté de la production, mais qui n'oublie pas aussi les libertés élémentaires, les libertés d'expression, voire le discours de Thiers, le fameux discours de Thiers en 1864, au corps législatif sur les libertés nécessaires. Bon. Cette famille politique-là produit des ouvrages, intervient dans les assemblées de la Restauration et de la monarchie de Juillet, ne correspond pas véritablement à la partie gauche du paysage politique de l'époque, mais pourtant s'intéresse à cette idée de liberté. C'est la raison pour laquelle il y a une certaine pertinence à votre questionnement, la liberté est-elle de gauche, voilà. Même si dans ce mouvement vers l'émancipation, ce grand mouvement du XIXe siècle, ceux qui sont porteurs de cet idéal de liberté comme émancipation individuelle, ce sont en général, et dans la dynamique motrice du XIXe siècle, ce sont des gens qui, à plusieurs moments, et avec une définition, je le répète, différente de la gauche et de la droite, appartiennent à cette mouvance de la gauche politique telle qu'elle se définit, mais là encore, je le répète, progressivement au XIXe siècle. J'aimerais qu'on... Oui, allez-y Michel, si vous voulez rajouter quelque chose. C'est pas une nuance. Alors là, à mon avis, vous avez l'exemple même de la difficulté de cerner un sujet. Selon que l'on regarde le droit,
que l'on regarde le fait. Sur la question de l'Angleterre, Jean a parfaitement raison de se référer à cet moment fondateur, d'une certaine manière institutionnel, la Glorieuse Révolution. Mais la Glorieuse Révolution a été accompagnée d'une demande, exactement ce que disait tout à l'heure, la Révolution a ouvert la voie à l'impossible. On pourrait dire les révolutions ont ouvert la voie à l'impossible. En Angleterre, vous avez les Diggers et les Levelers qui se sont révoltés et qui ont demandé la liberté pleine et entière pour tout le monde, c'est-à-dire tous ceux qui n'étaient pas libres. Et ça a été réglementé de telle sorte que ceux-ci ont été mis à l'écart, et plus encore, ça s'est transformé par la dictature de Cromwell. La même chose aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a eu une indépendance légale, effectivement, des États-Unis, avec tout ce que ça implique par rapport au Royaume-Uni, une indépendance réelle, une liberté collective, au détriment de nombre d'individus qui n'étaient pas libres, voire beaucoup plus, puisque, y compris après la guerre de sécession, les Noirs ont été empêchés d'être libres jusqu'aux années 60. C'est-à-dire que si on discute 1960, si on voit bien la différence qui existe entre la liberté, et tu as raison de faire référence aux libéraux, la liberté au sens légal et au sens collectif, à l'intérieur de cet ensemble, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont libres et d'autres moins. Et souvent, je donne cette référence de Tocqueville, qui est un des fondateurs, avec Thiers et Guizot, un des fondateurs en France du libéralisme. Tocqueville, qui est d'une intelligence, je dirais presque exceptionnelle, va essayer de voir en Amérique comment ça se passe, parce qu'il estime que la démocratie est inévitable et que les droits politiques doivent être accordés à terme à tout le monde. Sauf que il craint par-dessus tout l'entrée des masses en politique. Et donc il prévoit une double fonction, un double vote pour éviter que les masses, qui ne peuvent être libres pleinement, dans la mesure où, dit-il, jamais on ne pourra éduquer le peuple au même titre que l'aristocrate ou le bourgeois, parce que le peuple travaille. Or, qu'est-ce que la liberté pleine et entière? C'est justement disposer du temps pour pouvoir gérer la chose publique. Et toutes les institutions, quelles qu'elles soient, de gauche ou de droite, jusqu'alors, ont interdit en quelque sorte au peuple, tout simplement parce que les capacités sont impossibles, inférieures, puisqu'il travaille. Tocqueville a raison. Le peuple travaille 10 heures, 12 heures, maintenant un petit peu moins, mais manque de temps. Et ça a été la même chose pour les femmes. On a dû faire une loi sur la parité pour faire en sorte qu'elles puissent être partie prenante de la gestion de la chose publique. En d'autres termes, il y a une hiérarchie dans cette liberté, et les moins libres restent les moins libres. Si vous regardez l'Assemblée nationale, y compris actuelle, du point de vue sociologique, c'est Assemblée nationale aussi bien en Allemagne, un peu partout, c'est du point de vue sociologique, ce sont les mêmes. Tocqueville a raison, jamais on éduquera le peuple au même titre que les aristocrates et les bourgeois, parce que le peuple travaille. Et c'est pas un hasard si les femmes ne peuvent accéder à la gestion de la chose publique pleinement et entièrement, parce que 70% des tâches ménagères sont faites par les femmes. Donc il faut bien voir cette question du point de vue du droit. Jean a raison, du point de vue, j'allais dire, des masses, il faut regarder le fait, et le fait dans sa globalité. J'aimerais qu'on avance et qu'on passe à une autre révolution bien moins connue et que la révolution de 1789, mais aussi que la glorieuse révolution, que la révolution américaine. C'est celle de 1848. C'est pourtant celle, Michel Riot-Sarcey, avec laquelle vous débutez un peu à rebours de ce qu'on peut attendre dans une histoire qu'on pense souvent chronologique. C'est celle de 1848. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez en quoi elle a un rôle si singulier concernant le sujet duquel on débat aujourd'hui, et notamment de quelle façon elle marque le passage d'une liberté du discours à une liberté en acte. Et j'aimerais notamment que vous nous parliez du rôle de la pratique associative, que vous développez beaucoup dans cet ouvrage. Oui, parce que la révolution de 48 est méconnue dans la mesure
où les historiens n'ont pu identifier les responsables de la Révolution, puisque c'est une des seules révolutions qui a été faite par des anonymes, mais vraiment par des anonymes. Et on a l'impression que cette révolution est une exception particulièrement méconnue parce que ensuite elle a été remplacée par une république tout court, comme aurait dit Tocqueville, une république modérée, où précisément la république, c'est la représentation du peuple avec une minorité de privilégiés qui les représentent. Et c'est la république d'ordre qui l'a emportée, et nous sommes les héritiers de cette république d'ordre. Or, pendant très peu de temps, c'est-à-dire au moment où la République démocratique et sociale a été mise en œuvre, c'était le mot d'ordre de 1848, il y a eu un espoir tel, il faut quand même vous imaginer que cet espoir a atteint les esprits tellement après la Révolution de février, après la Révolution de juin 48, qui a été réprimée de manière sanglante et de manière terrifiante, l'espoir est tellement chevillé au corps qu'une femme, Jeanne de Rouen, va présenter sa candidature aux élections partielles de 1849 au nom de l'universalité des droits, alors que les femmes n'ont pas eu de droit politique. Vous imaginez ce que ça représente. Plus encore, après juin 48, après la dissolution de la Commission du Luxembourg, où pour la première fois des représentants des travailleurs étaient élus sous la houlette de Louis Blanc, avec cette organisation du travail, on imaginait qu'on allait résoudre absolument tous les problèmes avec l'organisation du travail. Les individus, les métiers, les collectifs, les coopératives ont imaginé non pas l'organisation du travail, mais concrètement l'organisation des travailleurs. Et ils se sont réunis en associations. En 1949, 104 associations à Paris s'auto-organisent, remplacent les patrons qui étaient partis parce que la crise économique était dantesque, et font en sorte de penser à une association de production comme de consommation, et imagine, les statuts ont été écrits précisément par cette femme Jeanne de Rouen, imagine une voix à la minorité. C'est-à-dire que non seulement on pensait la démocratie en acte, mais on imaginait que la minorité devait pouvoir être représentée. Autant vous dire que, bien entendu, ça n'a pas duré. Cette association des associations a été considérée comme illégale par la République d'ordre, et donc ses responsables ont été emprisonnés. Mais comprenez bien que pendant ce temps extrêmement court, il y a eu des associations, une auto-organisation qui, bien entendu, ensuite disparaît, mais laisse des traces jusqu'à la fin du XIXe siècle, jusqu'au XXe siècle, et j'allais dire jusqu'à maintenant, puisque ce type associatif, ce communalisme, comme on l'appelle aujourd'hui, renaît aujourd'hui de manière discontinue, et c'est ce qui me paraît le plus important, parce qu'on s'aperçoit qu'à ce moment-là, l'histoire n'évolue pas selon un sens, mais selon un mouvement qui ressurgit au fur et à mesure de cette possible liberté pour tous qui jamais ne se referme. Et c'est vrai que la Révolution ou les Lumières ont ouvert la voie vraiment à l'impossible. Oui, avant notre discussion, je parlais à Michel de mon prochain idée de livre, et même qui est commencé, que je veux appeler Les Jours heureux. Et où justement, je veux identifier un certain nombre de moments de ce type où se produisent des sortes d'explosions de liberté de ce type, en allant même au cœur de la définition qu'en donne Michel, c'est-à-dire une définition quasi philosophique qui tient à cette liberté absolue de l'individu par rapport aux contraintes, y compris du collectif. Et effectivement, en 1848, il y a quelque chose de nouveau qui se produit dans la société française, même par rapport à ce qu'on a pu voir au moment de la Révolution française, où je rappelle quand même que les quelques clubs politiques de femmes ont été très très vite détruits y compris par les hommes, et réduits à néant par les hommes.
en 1848, il y a une sorte d'explosion comme ça, de clubs, Génie Boyer, Jeanne de Rouen, etc., de journaux, et une place des femmes nouvelle. La femme, effectivement, qui est par définition celle qui est soumise, celle qui n'est pas libre dans la société du 19e siècle. Elle ne sera pas beaucoup plus dans les années qui viennent. Mais effectivement, à travers ce mouvement à la fois de clubs, d'associations dont parle Michel, qui vont d'ailleurs, le mouvement associatif va ensuite se développer, y compris sous le Second Empire, comme en quelque sorte s'imposer au Second Empire, sauf qu'évidemment, le Second Empire étant un régime d'autorité, et même de dictature, tout ça va être encadré par le système. Mais cette liberté-là, cette liberté des femmes notamment, évidemment que Michel connaît bien mieux que moi, hein, moi je connais un petit peu l'histoire politique de cette époque, cette liberté-là est une expérience de liberté. Et je rejoins ce que disait tout à l'heure Michel, c'est qu'au fond, ce qui est important dans le 19e siècle, c'est cette succession d'expériences de liberté qui vont peu à peu imposer cette liberté que l'on donne à ceux qui résistaient, à ceux qui ne voulaient pas la donner. Alors on pourrait prendre l'exemple aussi de ce qui s'est passé aux États-Unis avec la guerre de sécession, etc. Liberté inaboutie, puisque au lendemain de la guerre de sécession, malgré les amendements qui sont votés pour abolir l'esclavage, on sait très bien que la liberté économique, sociale, culturelle des Afro-Américains, elle est encore à conquérir aujourd'hui. Vous parlez de ces moments de liberté, vous me permettez de faire le lien vers le troisième temps historique que j'ai choisi, la Troisième République, puisqu'au tout début de la Troisième République, il y a un autre moment, la Commune, que vous qualifiez dans votre livre, Michel Riosarcé, de moment de singularité libertaire. Alors, est-ce qu'il y a un lien justement entre cette explosion de liberté de 1848 et la Commune, et en quoi a-t-elle une place particulière dans notre histoire ? Oui, la Commune a vraiment une place particulière et merci de faire allusion à ce moment singulier en France, parce que demain, justement, nous organisons un colloque en hommage à Jacques Rougerie, grand spécialiste de la Commune. Et j'en parlais à Jean tout à l'heure avant de partir, parce que je disais que j'avais préparé mon intervention pour demain. Et j'ai pensé à ça ce matin. C'est une singularité parce que la Commune, elle est à la fois une réponse à la guerre, puisque les Prussiens entourent Paris, une réponse à la République, parce qu'ils imposent la République, mais qui est extrêmement fragile, et d'autre part, c'est une démocratie à l'œuvre, et donc par fragments, par moments, parce que vous imaginez la tâche immense que les communards doivent avoir, d'une part défendre Paris, d'autre part s'auto-organiser par l'intermédiaire de la Commune, se défendre, essayer de surtout de nourrir la population parisienne, et par ailleurs essayer de organiser quelque chose qui est de l'ordre de l'organisation des travailleurs par eux-mêmes. Un des communards expliquait qu'il était indispensable non pas d'administrer, mais de s'administrer. Qu'est-ce que ça veut dire s'administrer ? Ça veut dire s'auto-organiser par quartier, par petits fragments territorial, et il y a, là je ne fais que répéter ce que dit Jacques Rougerie, il y a comme une résurgence de l'inachèvement de 1848. 1848, c'était, on croyait à la République démocratique et sociale, la République démocratique et sociale n'a pas pu être mise en œuvre. Après le moment de régime autoritaire du Second Empire, on a l'impression d'une respiration, mais c'est à la fois une respiration et un îlot de résistance exceptionnel, puisque la totalité du peuple est obligée de résister. Et totalité du peuple, le pari de la Commune n'est pas du tout le pari actuel. 57% de la population vit de l'industrie. Comprenez bien que l'essentiel de la population parisienne était majoritairement populaire au sens fort du terme. Ils ont réussi en quelques semaines à s'auto-organiser de telle manière qu'ils ont pu prendre quelques mesures et surtout, comme le dit Marx en disant que la Commune, ce sphinx, son seul mérite,
c'est d'avoir existé. Une exception tellement grande que les associations ont pu s'organiser de telle manière qu'ils ont pu aller jusqu'à penser qu'ils pouvaient servir de modèle pour mettre un terme à la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme. Qu'est-ce que c'est que la République démocratique et sociale? C'est donc la démocratie organisée, mais une démocratie dans tous les domaines, sans exception. Il n'oublie pas, il ne limite pas la démocratie à l'aspect politique, mais au domaine donc social, travail, et jusqu'au domaine privé, puisque l'éducation des femmes a pris une forme absolument extraordinaire et cette éducation s'est transformée en mise en œuvre aussi du rôle des femmes, puisque les femmes ont été combattantes. Louise Michel n'est pas la seule, sauf qu'elles ont oublié leur propre, je dirais presque leur propre revendication, puisqu'André Léo, à la fin de la Commune, va dire: la Commune, vous avez fait, aux communards, vous avez fait énormément de choses, vous avez oublié une chose, nous-mêmes. C'est-à-dire que les droits politiques des femmes n'ont pas été accordés au même titre, si vous voulez, que ce qui va se passer ensuite. C'est vous dire que cette expérience est à la fois exceptionnelle, mais là, il faudrait beaucoup de temps. Si vous êtes à Paris demain, je vous invite. Nous sommes... Ils sont à Thionville, au Festival Polythéia, vous le savez, Michel. Jean-Garrigue, vous vouliez réagir, ensuite j'ai une question. Réagir. Évidemment, la Commune comme moment d'expérimentation, dans cette appropriation progressive de cette idée de liberté par une forme de structuration politique, qui est une structuration dissidente. La Commune de Paris s'oppose au régime qui s'est installé le 4 septembre 1870, qui a été pris en main par un libéral, mais au sens de cette famille de libéraux dont je parlais tout à l'heure, qui s'inscrivent à droite de l'échiquier politique, qui était Adolphe Thiers. Bon. Et ce modèle-là, effectivement, essaie d'inventer, dans la continuité des expérimentations de 1848, avec le modèle de ce qu'étaient les socialistes, qu'on dira plus tard utopiques, des années 1830-1840, qui ne sont pas plus utopiques que le marxisme, par exemple, ou que d'autres idéologies de l'époque. Ils sont considérés comme, on les considérera rétrospectivement comme utopiques. Bref, des idéologies qui mettent en place cette démocratie directe, cette démocratie participative, qui n'est pas que politique, qui concerne effectivement tous les aspects de la vie sociale. Et Michel insistait évidemment sur le rôle des femmes. Et ça, effectivement, c'est très important. Mais ça me renvoie à ce que, finalement, au sujet de ce débat, la démocratie, vous voyez, la liberté est-elle de gauche? Il se trouve que toute une partie, et je dis même la majorité de la gauche politique de l'époque, la gauche institutionnelle, ceux qui forment la gauche de l'Assemblée nationale de l'époque, parce qu'à l'époque ça s'appelle déjà ou encore Assemblée nationale, cette gauche-là, les Gambetta, Jules Ferry et les autres, sont en désaccord et même en opposition farouche avec l'expérience de la Commune, qu'ils voient comme une forme d'anarchie en fait. C'est-à-dire que leur conception de la liberté, leurs convictions libérales, qui sont réelles et qui ne se cantonnent pas à la sphère des échanges comme d'autres libéraux dont je parlais tout à l'heure, leurs convictions libérales. C'est là aussi la liberté de la presse, la liberté d'association, les lois Ferry, les lois de laïcité. Exactement, ce sont eux qui vont amener toutes ces grandes lois des années 1880, l'école, la liberté de presse, de réunion, du vote, etc., des maires, de l'élection des maires, etc. Et puis même la liberté syndicale, bon, même qui serait d'ailleurs une liberté très, très, comment dirais-je, encadrée et contrôlée. Hein. On est quand même dans des libertés qui, pour la plupart, sont très institutionnelles. Mais, bien qu'étant à gauche de l'échiquier politique, bien qu'étant des libéraux, c'est-à-dire au sens de grandes libertés collectives qui doivent construire ce que sera l'édifice républicain, eh bien, ils sont hostiles à cette expérimentation
j'allais dire, de liberté absolue, pour essayer de la catégoriser, qu'est la Commune de Paris. Et ça, c'est très intéressant, parce que ce hiatus-là, cette confrontation qui est sanguinaire, parce qu'elle conduit à ces milliers de morts de la fameuse semaine sanglante. Alors même, c'est ni Jules Ferry, ni Gambetta, ni les autres, c'est Thiers, la semaine sanglante, et MacMahon, et l'armée, bon bref. Mais tout ça, montre bien à quel point il y a ce hiatus, et à quel point donc il est compliqué, hein, vous voyez, de simplifier le questionnement en disant, bon, liberté de gauche, liberté de droite. Il y a plusieurs gradations dans la liberté, et dès ce moment-là, on voit bien les différences qui existent à l'intérieur d'un camp ou d'un autre. Et c'est là qu'il se passe quelque chose, Michel Rieussarcé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les partis gouvernementaux investissent la notion de liberté, que la gauche, notamment socialiste, va plutôt investir la notion d'égalité. C'est plutôt ça qu'elle va mettre en avant. C'est vrai, mais il faut voir que dans cet ensemble kaléidoscopique de la gauche, il y a effectivement des libéraux qui sont des libéraux institutionnels, ceux qui sont à l'origine du libéralisme politique, et puis il y a des libéraux qui sont davantage critiques, pas tout à fait radicaux, mais un peu sur cette période de transition. Par exemple, Gambetta et Mélière appartiennent justement à cette frange entre deux. Louis Blanc, à ce moment, Louis Blanc. Louis Blanc, oui. Vous avez une série de personnages, et ce sont les événements qui font que les uns penchent d'un côté, les autres penchent de l'autre, en fonction de l'idée qu'ils peuvent se faire, je dirais presque de l'éthique qu'ils peuvent avoir concernant la liberté. Mais pour cette question de liberté de gauche ou de droite, c'est très difficile de saisir cette question parce que c'est toujours confronté à l'expérience. Et donc, vous avez par exemple, oui, les lois Ferry, on peut dire que ce sont des lois d'ouverture, avec tout ce que ça implique, la liberté syndicale, etc., etc. Sauf que si vous l'examinez de manière un peu précise, par exemple, l'entrée des femmes dans l'école secondaire, on peut dire que ça participe des lois Ferry, les lois Camille C. Alors effectivement, les femmes entrent à l'école secondaire, c'est-à-dire dans les lycées. Mais dans quelles conditions ? Regardez, si on se limite à l'institution, ouverture extraordinaire. Fabuleux, les femmes entrent à l'école d'une certaine manière. Sauf que la totalité des matières nobles leur sont interdites. On demande à éduquer les futures mères de citoyens de façon à ce que celles-ci puissent sortir les futures mères des griffes de l'Église. Donc c'est davantage un combat entre l'État républicain et l'Église qu'un respect de l'autre qui est les femmes. À partir du moment où vous examinez la liberté dans sa globalité, il ne faut jamais oublier quiconque. Et on s'aperçoit que cette Troisième République, c'est l'ouverture vers la colonisation, c'est l'ouverture vers la supériorité de la civilisation, c'est l'ouverture de nos problèmes actuels. Si il y a une critique du woke à l'heure actuelle, il faut chercher l'origine dans ce moment d'exception où la totalité des républicains sont persuadés qu'ils apportent la civilisation aux autres, que ce soit en Asie ou que ce soit en Afrique. Et donc nous sommes les héritiers d'une illusion de liberté avec ce que ça implique comme impasse, comme non-dit qui ressurgissent aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui à un moment de vérité où tout se révèle, c'est-à-dire les illusions de la liberté de gauche avec la révolution russe, puisque très tôt, on ne peut pas dire que la révolution ne soit pas révolutionnaire avec tout ce que ça implique. C'est vraiment la mise au pas du tsar, c'est extraordinaire, les conseils, la République des conseils. Et quoi ? À partir de 21, c'est fini. À partir de 21, ça se transforme en dictature du prolétariat, non, en dictature du parti, qui se substitue, l'idéologie se substitue à l'idée d'émancipation, et du même coup, la perte de cet espoir, de cette volonté populaire est absolument immense. On va le découvrir, certes, extrêmement tardivement,
Et on va renouveler cela avec la révolution chinoise. Donc, enfin, j'anticipe sur les futurs débats, mais c'est pourquoi il faut toujours rester je dirais, au rang des gens d'en bas pour savoir qui est vraiment libre et qui ne l'est pas. Et là, les choses se révèlent. Ce n'est pas la droite et la gauche, c'est le processus de liberté à l'œuvre, avec tout ce que ça veut dire, et donc tout ce que ça veut dire aussi par rapport à la violence, etc. etc. Rapidement, Jean Garrigue. Oui, brièvement, pour rebondir sur ce que vient de dire Michel, il se trouve que j'ai un grand-père qui était russe, et que ce grand-père russe a vécu la révolution russe. Et que, comme beaucoup de très très jeunes garçons de son époque, un peu d'un milieu un peu bourgeois, cultivé, il s'est pris de passion pour la révolution russe et pour cette idée de liberté, justement, lui qui était un admirateur des Lumières et de la Révolution française, comme beaucoup de Russes à l'époque. Et ben, ce grand-père russe, si je suis là, c'est un peu par son truchement. Il se trouve que précisément en 1921, il est parti de la Russie parce qu'il était dégoûté que ses espoirs, que son illusion libertaire ou libérale soit entravée par ce régime qui était déjà devenu un régime de contrainte et de privation de liberté. Donc, vous voyez, j'ai été nourri par cette expérience-là, d'un personnage qui n'est jamais devenu un russe blanc, qui est resté un admirateur, je dirais, des débuts de la révolution russe. Il avait vu Lénine, pour lui c'était le grand homme. Mais en revanche, il avait vécu dans sa chair cette expérience justement de privation de liberté. Donc ça, c'est très intéressant. Et si l'on revenait à la Troisième République dont on parlait tout à l'heure, l'absence de loi sociale sous la Troisième République maintenait l'immense majorité de la population dans un état de sujétion économique, sociale et culturelle d'ailleurs, avec des journées de travail de 10 à 12 heures, selon vous étiez à Paris ou en province, qui vous empêchait effectivement de manière très effective, très efficace, d'exercer toutes les libertés qui étaient promises par le système républicain. Liberté d'expression, quand vous bossez 10 heures par jour, que vous rentrez, vous êtes abruti de travail. Bon, je ne vais pas faire du Zola, mais voilà, c'est l'absinthe, et puis c'est le temps, votre temps de vie qui est complètement bouffé, et votre espérance de vie qui est quasiment nulle. Enfin, tout ça fait que, au fond, cet exercice, je dirais, idéal ou institutionnel des libertés n'était pas une réalité sociale. Et donc, alors, je ne parle même pas des femmes qui étaient les oubliés aussi de la République. On va y arriver justement aux lois sociales et aux femmes en abordant le quatrième grand temps de cette histoire, la libération. Jean Garrigue, au sein du gouvernement provisoire de la République française, ce sont les communistes, les gaullistes ensemble et d'autres qui arrivent justement à travailler à la mise en œuvre d'un programme résolument en faveur des libertés sociales. Que se passe-t-il à ce moment-là ? Est-ce qu'une forme de concorde arrive à naître ? Alors, parler de liberté, de protection sociale. Alors, c'est vrai que l'État-providence vise, à travers la mise en place d'une démocratie sociale, à permettre justement l'émancipation. On a vu l'expression de cette liberté déjà au moment du Front populaire, à travers les congés payés, et cette autre forme de liberté qui est celle du temps de loisir, qui, de facto, on parlait d'expérience. Il y a eu cette expérience au moment de l'été 36 pour toute une partie des travailleurs, ces 2 semaines de congés payés qui permettaient de découvrir la mer, la campagne, pour des gens qui, il faut bien l'avoir en tête, ne savaient pas ce que c'était que ce temps de liberté, que ce temps de loisir, et qui ne connaissaient que le temps du travail. Donc ça a commencé à ce moment-là. Ça dérive de toute une réflexion, tout un travail idéologique, etc., qui remonte au XIXe siècle. Alors, au moment de la mise en place de cet État-providence, le concept de liberté n'est plus central dans la construction idéologique. C'est plus celui d'égalité, c'est plus celui de protection, de redistribution,
qui prédomine. On ne peut pas dire que le général de Gaulle, qui est l'homme qui chaperonne, qui accompagne ces grandes lois sociales de la libération, soit fondamentalement quelqu'un qui se préoccupe de la liberté. Ce n'est pas une de ses préoccupations majeures. Pour le général de Gaulle, c'est l'État, c'est l'ordre, c'est la croissance, ce sont des concepts de ce type. C'est la lutte aussi contre le capitalisme, contre le ruissellement capitaliste. Le général de Gaulle est farouchement opposé, en tout cas considère que le capitalisme est précisément une entrave à l'épanouissement individuel. Mais on ne peut pas dire que la liberté soit au cœur des choses. Même si il va y avoir cette nouvelle liberté donnée aux femmes, le droit de vote, qui fait partie quand même de cette émancipation. Mais vous voyez, c'est intéressant d'ailleurs de voir que cette idée de liberté, à mon sens, elle n'est pas au cœur de cette reconstruction, même si, de facto, et justement en tant qu'expérience, ce qui va se construire d'une démocratie sociale, la sécurité sociale et tout ce qui s'ensuit, va permettre de facto une gradation dans cette appropriation de la liberté individuelle. Mais vous voyez bien que s'il y a eu mai 68 en regard de cette émancipation de la libération, c'est bien qu'il y avait quelque chose dans cette société gaullienne qui s'était mise en place, qui a commencé à se mettre en place à ce moment-là, c'est bien qu'il y avait quelque chose qui manquait. C'est bien qu'il y a eu pour toute une génération, pas seulement pour une génération, une sorte de frustration libérale ou libertaire qui devait être comblée. Mais là, il faut donner la parole à Michel qui connaît très bien cette période. Mais Michel, justement, allez-y. Oui, parce que là, on a l'impression que la gauche privilégiant l'égalité est beaucoup plus radicale que singulièrement ceux qui prônent la liberté pleine et entière. Or, réfléchissez 2 secondes, c'est très, 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 très simple. L'État social qui va se mettre en place, je préfère l'expression État social qui est à Providence, l'État social qui va se mettre en place, c'est un État social qui protège l'individu. Et en plus, ça va correspondre aux 30 Glorieuses, c'est-à-dire avec une expansion extraordinaire de la croissance industrielle au détriment, bien entendu, de l'écologie, de tout ce qu'on veut, un peu partout, que ce soit à l'Est comme à l'Ouest. Et du même coup, on va mettre l'accent sur l'égalité des droits. Il ne faut pas confondre égalité des droits et égalité réelle. Quelqu'un qui, au nom de la loi, bien sûr, peut prétendre aux mêmes droits que les autres si, dans son intériorité et dans l'aspect social de son travail, il n'est pas libre, c'est-à-dire qu'il dépend complètement du contrat qu'il passe avec l'employeur et qu'il n'a pas la possibilité de participer à la gestion de la chose publique, c'est-à-dire qu'il manque de temps. Cette liberté, elle est première. Donc, être libre, c'est être libre, bien sûr, de pouvoir exercer ses droits, à condition, comme le disait très justement Pierre Leroux dans les années 1840, de pouvoir les exercer. Pouvoir les exercer, c'est être libre dans sa plénitude. Et tu rappelais le souvenir de ton grand-père. J'apprends donc que ton grand-père était russe. Mais moi, j'ai utilisé pour mon livre le souvenir de Berkman, qui lui-même était américain, russe-américain, exclu des États-Unis très vite pour radicalité, puisqu'il avait tiré sur Frick. Vous savez, cette fameuse galerie à New York qui est absolument remarquable. Et donc, il est parti, renvoyé en Russie. Il arrive en Russie et il embrasse la terre russe parce que la révolution russe est déclarée. Et très vite, en l'espace de 2 ans, il fait exactement comme le grand-père de Jean, il décrypte qui est libre et qui ne l'est pas. Et sa correspondance est absolument éblouissante. Je vous la conseille pour comprendre le processus très tôt qui a été mis en place, un processus de démocratie. Et hier, un processus de bureaucratie. Hier, nous avons vu le film L'établi de Linhart, et vous vous apercevez que précisément ces moments de
prise de conscience, si vous voulez, libertaire, là pour le coup Bergman est un libertaire, sont extraordinairement parlants parce qu'on voit ce que bureaucratie veut dire. Le même Linhart, c'est-à-dire celui qui a été établi en tant que militant révolutionnaire maoïste, avec cette idée que l'avant-garde libère les foules, ça aurait été bien qu'on voit aussi l'auto-libération à la même période par les LIP, parce que là c'était l'auto-organisation. Ce même Linhart a écrit un livre absolument remarquable qui n'a strictement rien à voir avec ce qui précède, où il explique comment Lénine a mis en place très tôt le taylorisme. Et en mettant très tôt le taylorisme en place en Russie, on s'aperçoit que eh bien, c'est l'économie qui va l'emporter sur la liberté, et du même coup, c'est l'État qui va l'emporter, l'État qui va prendre une place absolument considérable jusqu'à l'excès, jusqu'au paroxysme avec les procès de Moscou en 1938 et jusqu'à l'aveuglement, d'une certaine manière, du Parti communiste, des partis communistes européens qui vont être particulièrement... J'aimerais qu'on reste là-dessus, si vous le voulez bien. Je voulais vous montrer deux visages, celui de Jean-Paul Sartre et de Raymond Aron. C'est un des rares moments où ils étaient réunis à la fin de la vie de Sartre pour défendre à l'époque les Boat People à l'Élysée. D'ailleurs, on voit Glucksmann avec lesquels, qui est derrière le titre, avec lesquels il sort de chez François Mitterrand. C'est un moment où on disait, notamment dans la gauche française, qu'il fallait mieux avoir tort avec Sartre qu'avoir raison avec Aron. Quand Jean-Paul Sartre, qui a par ailleurs écrit Les chemins de la liberté, vante à Prague devant les étudiants en 1966 le socialisme réel et qui met un certain temps à condamner ce qui se passe à l'Est. Est-ce que c'est pas un moment où la gauche française s'est fourvoyée dans une idéologie qui écrasait les libertés ? Alors Sartre, c'est un cas particulier parce que Sartre, bien sûr, a écrit Les chemins de la liberté, mais a écrit aussi en 1938 La nausée. C'est-à-dire qu'il fait partie de ces gens lucides en 1938, j'allais dire, comme le président de la République de l'époque. Ça dure très peu de temps, mais cette lucidité elle va être entamée par cette croyance qu'être du côté du Parti communiste, c'était être du côté du peuple. Et du même coup, Sartre s'est fourvoyé. Je ne pense pas qu'Aron soit un modèle plus radical ou plus exemplaire dans ce domaine. Il s'est fourvoyé comme beaucoup se sont fourvoyés. Le plus grand, je dirais, fourvoiement est représenté par Louis Aragon, immense poète, et qui a écrit un ode à Staline absolument scandaleux. Et donc, une ode à Staline absolument scandaleux. Et donc, ce choix qui apparaît difficile, même Sartre a eu des discussions sans fin sur cette question, être du côté du Parti communiste, c'est être du côté de la classe ouvrière, c'est-à-dire des plus démunis, être du côté de ceux qui se libèrent. Il a pris des positions extraordinairement importantes aussi pendant la guerre d'Algérie. Il a signé le manifeste des 121 avec tout ce que ça implique. Il était contre Camus parce que Camus, lui, a choisi, entre guillemets, sa mère. Et de ce point de vue-là, il faut voir ce balancement constant, cette difficulté des intellectuels avec des moments absolument décisifs. Il n'empêche qu'ils n'ont pas compris, Sartre compris, si je puis dire, que la liberté, c'était quelque chose particulièrement fondamental, qu'il était absolument indispensable de décliner à la base et qu'il ne suffisait pas de défendre les partis majoritaires pour comprendre ce qu'est la liberté. Mais c'est maintenant qu'on arrive à comprendre ça. Et c'est maintenant, je pense vraiment qu'on est dans une période de vérité, où se révèlent les impasses, les antagonismes réels et la vérité concrète qui a émané de ces moments singuliers, sauf qu'il faut avoir un peu de recul pour comprendre ça. Jean-Garry, peut-être si vous voulez réagir, et surtout nous parler de cette figure de Raymond Aron, qui est quand même assez essentielle, puisque c'est clairement un homme de droite, il le dit. En même temps, il est critiqué à sa droite par des gens comme Guy Sormand à l'époque, qui le trouvent bien trop fasciné par Marx. Il est critiqué évidemment à sa gauche, puisqu'il est trop libéral. Il va prendre des positions extrêmement courageuses à l'époque, en dénonçant la colonisation, l'Algérie française, etc. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette figure assez originale dans l'histoire de la droite française ? Non, mais
l'histoire intellectuelle, elle fonctionne par vagues et par, comment dirais-je, par, je ne sais pas quel mot employer, à la fois par mode et par pulsion et puis par ressac, si vous prenez une métaphore maritime, c'est-à-dire qu'il y a eu une illusion communiste de toute une partie des intellectuels français, européens, qui était fondée aussi sur ce qui s'était passé pendant 50 ans, des formes d'aliénation, de répression contre les communistes, sur leur rôle aussi au moment de la résistance, même si ce rôle a été tardif pour certains, mais précoce pour d'autres. Donc il y a eu cette illusion communiste, et c'est vrai que, ayant une formation similaire à celle de Sartre, un homme comme Raymond Aron, pour des tas de raisons, sa judéité y est peut-être pour quelque chose, a une analyse un petit peu différente, et même très différente de ce qu'était le communisme. C'était essentiellement ça le propos de Raymond Aron. Camus avait lui aussi déjà eu maille à partir avec Sartre, et pas seulement sur l'Algérie. Donc voilà, il y a eu une réhabilitation de Raymond Aron, mais comme le dit Michel, je crois que ça c'est notre travail d'historien, c'est une forme de lucidité qui ne peut être que rétrospective. Je veux dire que dans ce qu'était la guerre froide, dans ce qu'était ce climat bloc contre bloc, non seulement sur le plan de la géostratégie, mais sur le plan des idées, sur le plan des esprits, des engagements, on était conduit à l'époque, pour beaucoup, y compris les intellectuels, qui ont justement tendance à intellectualiser les choses, et justement en les intellectualisant, en s'écartant peut-être de l'expérience, qui est fondamentale dans notre discussion, eh bien, à ce moment-là, c'est vrai qu'un certain nombre se sont égarés dans une sorte d'idolâtrie, que ce soit des intellectuels, des artistes, des Yves Montand, Simone Signoret, les autres. Bon, bref, c'est connu, Picasso. Bon. Mais voilà, ce n'est pas, comment dirais-je, réhabiliter Aron aujourd'hui ne doit pas nous conduire à rejeter tout ce qu'a été l'action, l'œuvre et les engagements de Jean-Paul Sartre, qui ont été aussi, dans d'autres domaines, des engagements pour la liberté, pour l'émancipation des peuples coloniaux, des peuples colonisés, etc. Donc voilà, je pense qu'il faut avoir cette lucidité, mais peut-être dans notre société d'hypercommunication, et où je l'espère en tout cas, qui a acquis une forme de maturité par rapport à l'instantanéité des informations, je pense que le rôle des intellectuels aujourd'hui, c'est justement de prendre un peu de distance par rapport à ce que pouvaient être justement ces engagements de l'époque et être extrêmement prudent par rapport à une vision trop collée à l'immédiateté des choses. Vous voyez, regardez ce grand débat sur le wokisme ou pas le wokisme, etc. C'est un débat dont je déplore qu'il soit, à mon sens, simplifié, tronqué, comment dirais-je, quel mot pourrais-je employer là encore, presque hystérisé, y compris par les intellectuels eux-mêmes. Je crois que c'est un débat profond qui repose sur la mémoire collective, qui repose sur l'émancipation, justement. L'intersectionnalité, c'est quelque chose qui repose sur ces bases-là. Eh bien, je pense que ça mérite de prendre un peu de recul, hein, et de ne pas faire justement comme le faisaient nos ancêtres, Jean-Paul Sartre et quelques autres, prendre un peu de distance par rapport au réel. Je vais rester avec vous, Jean Garrigue, sur le 6e temps de notre avancée chronologique. On voit ici Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac. Et j'aimerais vous faire écouter l'extrait d'un discours de Valéry Giscard d'Estaing. Il est encore président de la République. Il clôture la semaine de la jeunesse. On est le 9 décembre 1978. Profitez-en, c'est pas toujours qu'il y ait du Giscard qui va résonner dans les salles de Thionville. C'est maintenant. La liberté a des ennemis et il faut le savoir. Les uns qui n'osent pas l'avouer, la combattent par des murmures.
en dénigrant ce qui s'accomplit au nom de la liberté, en voyant de la faiblesse là où il n'y a que le respect des autres, en troublant l'opinion pour lui faire croire que la liberté conduit à la décadence et à la violence. Ce sont les partisans de l'autoritarisme. Or, l'autoritarisme, quelle qu'en soit la forme, serait une impasse politique pour la France. Alors, ce qui est intéressant dans ce discours, c'est qu'en réalité, lorsqu'il parle des ennemis de la liberté et de l'autoritarisme, Giscard ne vise pas du tout la gauche marxiste, etc. Il vise le RPR, il vise les gaullistes, il vise Jacques Chirac. J'aimerais que vous nous parliez, et même que vous remontiez plus avant, si on reprend la typologie des droites françaises, sur cette tension qu'il peut y avoir entre les différentes droites dans leur vision de la liberté. Alors vous avez raison, effectivement, de choisir cet antagonisme-là, qui recouvrait aussi des antagonismes partisans et des antagonismes personnels entre deux personnages qui avaient gouverné ensemble, Giscard, président de la République, et Jacques Chirac, Premier ministre, entre 1974 et 1976, mais qui est effectivement au cœur de notre réflexion. Liberté de droite, liberté de gauche, quelle liberté? Effectivement, alors, pour reprendre la tripartition traditionnelle de René Raymond sur les trois droites en France, une droite libérale orléaniste, dont Valéry Giscard d'Estaing était incontestablement l'héritier, une droite plus légitimiste, qui à l'époque est un peu en retrait, qu'on voit réapparaître aujourd'hui et de manière très spectaculaire dans les discours d'un Éric Zemmour ou d'un Philippe de Villiers, et puis une droite bonapartiste, moins attachée à l'idée de liberté qu'à celle de soutien populaire ou d'ordre et de pesanteur de l'État, qui est celle des gaullistes. Donc il y a derrière cette injonction de Giscard, dans le cadre d'élections législatives qui se profilent. Alors, je ne sais plus en quel mois ça se passe. Décembre 78. Alors c'est après les élections législatives de mars 78, mais avec la perspective de ce qui va se passer, enfin de l'élection présidentielle de 1981, il y a cette idée que les héritiers du gaullisme incarnent une vision d'un État qui ne respecte pas les fondamentaux de la liberté, et notamment pour Giscard de la liberté économique, la liberté d'entreprise, puisqu'il est l'héritier de cette famille qui défend cette idée. Il en est même l'héritier presque familial, puisque dans les débuts de la Troisième République, c'est l'un de ses ancêtres, Agénor Bardoux, qui était ministre et qui était déjà porteur de cette idéologie. Donc, on a bien effectivement, à l'intérieur d'une même famille de la droite, quelqu'un qui est porteur d'une vision très économique de la liberté, mais aussi d'une tradition, je dirais, institutionnelle de cette liberté, et un autre qui, lui, est porteur d'une vision beaucoup plus étatique, beaucoup plus autoritaire de l'État dans la même famille politique. Michel Rio-Sarcey. Oui, mais là, nous avons un exemple type de discours en apparence théorique qui rend compte d'un point de vue sur la liberté très abstrait, et c'est à partir de là que toutes les confusions peuvent exister. Si vous comparez le discours de Giscard d'Estaing et de bien d'autres sur la question de la liberté, on pourrait faire la même expérience avec Sarkozy ou même Macron. Et puis, les débats sur la liberté avec les impasses dont on a parlé de Sartre. Sartre a défini la liberté, puisque c'est presque tout son être, c'est presque la totalité de son œuvre qui se résume à cette question. Qu'est-ce qu'il disait? Il complétait ce que disait Kant, c'est-à-dire que la liberté dont je suis responsable, je ne peux accuser les autres, disait Sartre. Là, c'était un discours philosophique, je ne peux accuser les autres d'être responsables de ce que je suis.
En apparence, ça paraît complètement invraisemblable comment l'exploitation, la domination, elle n'existe pas. Mais si vous réfléchissez de manière extrêmement concrète, vous vous apercevez que le point de vue de Sartre est tout à fait réaliste. C'est-à-dire, si je veux être libre, c'est moi qui décide de la forme et du chemin de ma liberté, le chemin de la liberté, et donc de mon émancipation possible. Et du même coup, c'est une expérience, c'est vers l'expérience de la liberté qu'il incite son lecteur. Si j'en parle avec cette facilité d'une certaine manière, c'est parce que j'avoue que c'est la lecture de Sartre, moi, qui m'a permis de devenir en constance libre, en sachant que je ne pouvais accuser les autres. Que permet Sartre? D'éviter le ressentiment. C'est-à-dire que le ressentiment paralyse, le ressentiment empêche tout processus vers la liberté, et du même coup, c'est une ouverture vers impossible, et on retrouve Quinet et on retrouve Kant. Bien sûr, c'est un chemin difficile, dans un espace qui est particulièrement plein d'entraves, et là, on peut, et Sartre le dit aussi, on ne peut être libre qu'avec les autres, parce que être libre, c'est être en capacité d'exercer cette liberté démocratique. Mais cette liberté démocratique, qu'est-ce que c'est? C'est le débat à égalité entre celui qui sait et l'autre qui aussi est en cours d'apprentissage. Et du même coup, c'est un débat libre. C'est exactement ce que définit Merleau-Ponty à la même époque de Sartre. Donc, entre le discours du surplomb sur la liberté et les outils qui permettent aux individus d'être libres, je choisis les outils plutôt que l'écoute passive. De Valéry Giscard d'Estaing. Avant-dernier moment de notre... Reconnaissons néanmoins qu'au moment Giscard, avec la loi sur l'IVG, la majorité à 18 ans, etc., la loi sur le divorce, il y a une vraie prise en compte dans cette idéologie libérale institutionnelle et dont Michel insiste ou souligne les limites par rapport à l'expérience sociale. Il y a un effort d'émancipation. Il y a une prise en compte, en tout cas, de ce qui montait de la société française. Giscard avait observé assez finement ce qui s'était passé en mai 68. Il faut relire, y compris ses interventions à l'Assemblée nationale en mai 68. À mon sens, il est un de ceux qui comprend le mieux ce qui est en train de se passer dans la classe politique, avec les frontières les barrières qui pouvaient exister, mais il est un de ceux qui le comprend mieux. Et il comprend aussi ce qui s'est passé dans le mouvement féministe dans les années qui précèdent. Manifeste, la création du MLF, etc. Et donc, il faut reconnaître que l'idéologie qui était la sienne, le paysage idéologique qui était le sien, pouvait lui permettre justement d'accéder à ce type d'avancée et comprendre que le travail aussi se faisait, j'allais dire, à la base, et notamment dans l'émancipation des femmes dans la société française. J'aimerais que l'on passe de la droite à la gauche pour cet avant-dernier moment de la matinée, avec ces deux visages, ceux de Jacques Delors et de Michel Rocard, qui ont été inspirateurs, catalysateurs d'un tournant dans les années 1980, où une partie de la gauche française se tourne vers un discours en faveur de la libéralisation de l'État et de l'économie, ainsi que l'inscription, ça c'est encore davantage Delors, d'une Europe, dans une Europe d'inspiration clairement libérale. Que se passe-t-il, Jean Garrigue, à ce moment-là dans l'histoire de la gauche française? Oui, mais alors là, on est dans un registre purement politique. Je veux dire qu'on est dans la prise en compte d'abord d'un échec, je devrais dire politique, mais au sens très large. On est dans la prise en compte d'un échec économique et financier qui est la politique mise en œuvre à partir de 1981, dont on s'aperçoit qu'elle n'est pas tenable, non pas in abstracto, mais dans le contexte de pré-mondialisation de l'époque, de concurrence européenne qui monte à l'époque, et
dans, au fond, l'obstacle que les marchés financiers mettent à cette expérience de nationalisation tous azimuts et de relance, on va dire, pour simplifier, keynésienne, qui avait été choisie en 1981. Donc, la conversion à cette forme de néolibéralisme, parce qu'il faut bien voir que tout ça se situe dans l'héritage de ce qui s'est passé dans la décennie 70, l'émergence d'une forme d'idée de la liberté qu'on appelle le néolibéralisme, qui remet en question les fondamentaux de l'État social, etc., et qui veut libérer la production et les échanges. On est dans un domaine qui est spécifiquement économique. Alors qu'au même moment se développe aussi une vague qu'on pourrait appeler libertariste, qui, elle, touche beaucoup plus au culturel, au social, à l'émancipation des corps, des couples, des femmes, tout ce qu'on voudra, des minorités. Bon. Là, il y a cette prise en compte très, très politique de cet échec et une sorte d'opportunisme, si vous voulez, de la gauche française vers ce néolibéralisme qui est en train de s'imposer un petit peu partout en Europe et dans le monde, parce que Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Helmut Kohl et les autres. Donc voilà, on est dans quelque chose là qui nous... on est dans une échelle qui n'est pas celle pour laquelle Michel, dont nous a parlé essentiellement Michel dans ce débat, sachant aussi qu'on va voir très vite les conséquences, et on l'a vu déjà à ce moment-là en Angleterre, les conséquences de cette politique néolibérale qui vont être finalement à rebours de l'émancipation individuelle, avec les conséquences sociales, chômage, faillite, etc., à rebours, appauvrissement des populations, qui vont être à rebours de l'émancipation individuelle. Donc voilà, on est dans ce mouvement-là avec le tournant de la rigueur. Oui. Michel Rio-Sarcey. Oui, je crois qu'on est dans une période d'illusion, et en particulier d'illusion du discours. On passe de la radicalité à la rigueur avec ce que ça implique comme assujettissement au processus économique. Il faut dire que, là encore, souvenons-nous du discours de vérité de Léon Blum en 1936. On ne peut pas dire que Léon Blum appartenait à la droite. Donc cette gauche réaliste, il le disait de manière extrêmement claire. Il ne faut pas confondre la gestion du gouvernement avec la prise du pouvoir. Et lui a expliqué qu'il gérerait loyalement les intérêts du capitalisme en étant le plus à l'écoute des masses, puisqu'il y avait tout ce processus de grève que vous connaissez très bien. Alors certes, il y a eu des manquements, il y a eu toutes sortes de choses, en particulier vis-à-vis de l'Espagne. Il n'empêche que Léon Blum a tenu un discours de vérité. Lui n'a jamais confondu, comme Mélenchon le fait à l'heure actuelle, la gestion du gouvernement et la prise du pouvoir. Or, tous les partis de gauche, alors Mitterrand, c'est le sommet, n'ont fait que gérer le gouvernement et gérer depuis les guerres de libération de l'Algérie. Souvenez-vous la position de Mitterrand pendant la guerre d'Algérie. Ça a été non seulement l'Algérie, c'est la France, mais c'est le silence sur la torture avec tout ce que ça implique. Donc maintenant, le grand mouvement de 81 de Mitterrand, on avait l'impression que le socialisme était à l'œuvre, montre son vrai visage, et on s'aperçoit que la totalité des gouvernements socialistes, plus ou moins bien, ont fait ce que disait clairement Léon Blum, gérer, compte tenu de la situation économique avec tout ce que ça implique. Et du même coup, il faut être très lucide sur ce que peut représenter la liberté, sur ce que peut représenter les mouvements sociaux, y compris aujourd'hui, pour ne pas confondre cette illusion avec la réalité démocratique et la réalité de la liberté. Donc, sortons de l'illusion comme la situation actuelle nous permet de le faire. Et bien justement, on est parti il y a 1h30 de 1789, on arrive en 2023, avec un visage, Jean Garrigue, celui d'un homme qui a voulu, en tout cas qui a espéré faire la jonction entre la droite et la gauche. Alors,
A-t-il finalement réussi, c'est-à-dire à faire le savant mélange entre la droite orléaniste d'un Giscard et la gauche réformiste d'un Rocard, et à prendre de l'un le libéralisme économique et de l'autre des libertés plus sociétales? On peut penser à la PMA, au droit de mourir pour la dignité, débat de Polythéia dimanche à 10h au théâtre. Ou alors, au contraire, s'inscrit-il très classiquement dans justement une droite orléaniste qui, comme Giscard, a concédé certaines libertés sociétales à la marge? Alors, je pourrais vous répondre en me retranchant derrière mon statut d'historien et de l'absence de recul par rapport au quinquennat, qui ne sont pas terminés d'ailleurs, d'Emmanuel Macron. Mais ce qui est en train de se passer, y compris la manifestation d'hier, montre que la réponse à votre question est plutôt négative. C'est-à-dire que Alors, soyons clairs, moi j'ai jamais considéré que Emmanuel Macron était celui qui avait changé le paysage politique français et totalement aboli ces frontières entre la droite et la gauche qui, culturellement, socialement, continuent à exister. Même si, comme je le disais à propos du 19e siècle, comme tous les historiens le constatent, ces frontières sont en fluctuation permanente. Mais simplement, Emmanuel Macron était le syndic de faillite d'un système politique qui ne fonctionnait plus. On l'a très bien vu avec l'échec de Nicolas Sarkozy et avec celui de François Hollande. Donc, il a suscité des espoirs, y compris, moi je me souviens que je me disais qu'il pourrait y avoir une expérience intéressante qui serait justement de rassembler les modérés derrière un projet, mais d'un projet qui n'était intéressant qu'à condition d'être ce qu'il nous présentait comme une révolution. C'était le sujet de son texte programmatique en 2017. Et force est de constater, 6 ans après, que la révolution n'a pas eu lieu et qu'au contraire, si vous voulez, pour rester dans le champ qui nous intéresse, celui des libertés, alors je mets de côté l'intermède, ce qui s'est passé au moment du Covid, où de facto les libertés individuelles ont été mises en sommeil. On peut discuter d'ailleurs de la manière dont ça s'est passé, mais en revanche, dans le domaine qui est plus le mien, c'est-à-dire celui des libertés politiques, de la liberté d'expression, de la liberté, en fait, d'être un citoyen en démocratie, on n'a pas progressé, on a plutôt régressé, et la demande de participation démocratique, qui était une promesse que les Nuits debout, que même le mouvement En Marche avait pu faire surgir, cette promesse-là ne s'est pas réalisée. Et le débat sur les retraites, qui à mon sens aurait dû être englobé dans un débat beaucoup plus vaste sur le travail, ce débat sur les retraites aurait pu être l'occasion justement d'une sorte de booster, je ne voudrais pas employer un terme, un anglicisme, mais une occasion de donner un nouveau souffle à la démocratie, y compris à travers la revalorisation du Parlement, l'association des citoyens avec le travail législatif. Et bien, ce coup d'accélération démocratique n'a pas été donné. Au contraire, on a vu à travers ce conflit sur les retraites, on a vu se construire une sorte de scission entre la sphère politique, y compris dans ce qu'elle pouvait avoir de compromis, voire de compromission, et d'un autre côté, la sphère sociale. On a vu les corps intermédiaires, les syndicats, totalement marginalisés par rapport aux politiques. Et on a vu l'opinion publique se mettre en contradiction totale avec la décision politique. Donc là, on est passé à côté d'une occasion, me semble-t-il, de revitaliser un peu notre démocratie, c'est-à-dire de permettre l'expression de nos libertés individuelles. Brièvement, Michèle Guérus. L'histoire n'est pas finie. Non. Au contraire, nous sommes dans l'actualité de la démocratie comme jamais nous ne l'avons été. Alors ça a été ouvert par le mouvement des places,
Ça a été continué par un certain nombre de collectifs de Gilets jaunes. Je pense à une ville tout près d'ici, c'est Commercy, c'est-à-dire qu'on a inventé en quelque sorte le communaliste. Moi, j'ai été présente à un certain nombre de leurs réunions. J'ai vu la démocratie à l'œuvre, que ce soit à Commercy ou à Saint-Nazaire. Et cette demande démocratique est tellement importante qu'aujourd'hui, ça déborde les institutions. Et il me semble que quelqu'un de politique, le plus lucide qui soit, devrait, par-dessus tout, susciter ces réunions à l'échelle locale, à l'échelle humaine, à la limite faire comme Rousseau, c'est-à-dire le gouvernement de Pologne, mais c'était un symbole pour dire que la démocratie ne peut se mettre en œuvre qu'à partir d'une petite unité où les gens se connaissent. À Thionville, vous êtes, si j'ai bien compris, 40 000 habitants. Ça serait un lieu extraordinaire pour organiser des débats démocratiques avec tout le monde, pour savoir où on en est, d'où on vient, comment ça se passe. Et du même coup, je crois que l'actualité, si on veut éviter la violence et si on veut éviter justement l'extrémisme de droite, il me semble que là, le chemin de la liberté est vraiment ouvert. Enfin, personnellement, je suis vraiment optimiste. On est un poil à la bourre, mais je pense que c'est important si une ou deux personnes peuvent poser des questions. Mathieu possède un micro dont vous pouvez vous saisir pour poser votre question à nos invités. Sauf si tout le monde est sont sages, mais je suis sûr qu'il y en a au moins une ou deux. Oui, par ici. Karine. Au début de votre représentation, Madame, vous avez fait une espèce de parcours de la demande d'émancipation jusqu'à, et c'est une formule qui m'a frappée, la liberté de s'exploiter soi-même à travers l'ubérisation. On n'en a pas parlé, parce que voilà, finalement, il y a eu tellement de choses à dire, mais est-ce que vous pourriez revenir sur cet aspect aujourd'hui, on pourrait dire, de trahison de la liberté, de récupération de cet idéal d'émancipation pour voilà, lui donner la forme d'une auto-exploitation, en fait. Est-ce que vous pourriez y revenir ? C'est vraiment très difficile. Chacun fait ce qu'il peut, d'une certaine manière. Hein. On voit bien que les taxis Uber, par exemple, sont tenus, et les chauffeurs, ce sont des populations qui sont souvent extrêmement exploitées. Mais le discours extérieur, c'est un petit peu le discours de type Giscard d'Estaing, avec les nuances et apporte et gens, enfin qu'importe. Le discours extérieur laisse croire qu'il s'agit d'une liberté. Il laisse tellement croire que les réseaux sociaux apparaissent comme la liberté par excellence. Moi, je suis fascinée par le rôle des influenceurs. Et qu'est-ce que ça veut dire, le rôle des influenceurs ? Nous sommes, vous êtes, ils sont entièrement assujettis aux marques publicitaires. Vous voyez jusqu'où ça peut aller quelquefois avec les dérives. Et donc, cette dérivation, cette exploitation extraordinaire fait en sorte de laisser croire que nous sommes responsables de nous-mêmes en faisant ceci. Or, il me semble que si vous regardez de près les mécanismes publicitaires, c'est l'expression de l'aliénation la plus extrême. Et du même coup, cette vigilance par rapport à la publicité et donc au néolibéralisme doit être exercée en permanence pour comprendre et faire en sorte de s'interroger qui je suis, qu'est-ce que je fais à ce moment et est-ce que je suis véritablement libre. Donc, s'exploiter soi-même est devenu effectivement une déviation extrême de passer de l'émancipation à le faire croire être libre. Et ce n'est pas les individus qui sont responsables, c'est tout le processus qui est à l'œuvre à l'heure actuelle et fait croire que ces réseaux sociaux sont l'expression de la liberté. Y a-t-il d'autres questions qui émanent de la salle ? Oui, monsieur.
C'est un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé, c'est aussi le rapport de force, puisque la liberté, on a vu qu'elle pouvait être plus souvent prise que donnée, que ce soit pendant la Révolution en 1936, il y avait beaucoup de rapports de force, voire armés. Donc je voulais soulever ce point notamment sur le fait qu'au fil du temps, l'État essaye toujours de réduire les libertés sur le fait de la capacité justement des populations à avoir un rapport de force qui puisse lui aller en sa faveur. Je ne sais pas si j'ai été très, très concis. Jean, non, alors, il y a toujours effectivement une tentation pour une construction politique, quelle qu'elle soit, un État, d'assurer ou de maintenir une forme d'ordre à travers si c'est à peu près ce que vous voulez dire, à travers comment dire ça, l'appauvrissement des libertés. Mais le rapport de force, il est évidemment fondamental. On en a la preuve encore aujourd'hui. Je veux dire que le fonctionnement d'un État, avec comment dirais-je, l'évolution profonde qui conduit les gouvernants à tenir compte des évolutions d'une société. Je prenais l'exemple de Giscard tout à l'heure, c'est l'exemple type. Il y a aussi dans le quinquennat Macron, il y a un certain nombre d'avancées sociétales ou même sociales qui sont la prise en compte d'une demande de la société. Mais il est vrai que historiquement, comment dire ça, les points d'accélération de l'émancipation ont souvent été conduits par ce rapport de force et par la mise en marche du mouvement social. Ça, on en a parlé, on a détecté un certain nombre de points d'étape où effectivement ça a été comme ça que les choses se sont produites. Est-ce que ça doit conduire forcément au moment révolutionnaire, au grand soir ? Moi, je pense que dans nos sociétés démocratiques d'aujourd'hui, on peut faire autrement. C'est-à-dire que précisément, c'est par le débat national, par le débat, d'abord le débat local, mais qui devient une sorte de mouvement de masse. C'est comme ça qu'on peut faire progresser les choses. Ne tombons pas dans cette religion du grand soir et telle que certains veulent nous la vendre. Je veux dire qu'il faut aussi protéger d'abord ce que nous avons gagné, et puis il faut aussi tenir compte de la manière dont une société se construit par l'assentiment de la majorité de ses citoyens. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question parce qu'elle est tellement vaste, mais vous voyez, je pense qu'il faut aujourd'hui tenir compte du fait qu'on n'est plus au 19e siècle et qu'il y a d'autres moyens aujourd'hui de faire avancer justement cette émancipation, ces idées de liberté, ce qui n'exclut pas effectivement une résistance des citoyens face à ce qu'est la tentation du surpouvoir, de la surpuissance de l'État, de l'omnipuissance de l'État. Et pour être clair, quand vous avez un président qui a une conception de la gouvernance jupitérienne, forcément, il faut que des garde-fous lui soient posés. Et il faut qu'il sente qu'il y a une opinion publique, il y a des corps intermédiaires, il y a des mouvements sociaux qui peuvent s'opposer à cette tentation de l'hyperpuissance. Je crois que, monsieur, c'était l'inverse de ce que nous avons développé, c'est-à-dire que l'État répressif, c'est à ça que vous faisiez allusion sans doute, l'État répressif de... Oui, cette tension entre liberté qu'on donne et liberté qu'on... Il faut constamment voir l'État protecteur, l'État qui donne, l'État qui réprime, ou l'État qui justement organise le tout.
il faudrait reprendre, par exemple, ce qui se passait pendant la Commune de Paris, où la police, l'organisation de la sécurité ou de la défense dépendait aussi de la garde nationale. Mais c'est toujours cette question de l'institutionnalisation à vie sans contrôle, alors que la garde nationale était constamment, il y avait un roulement d'une certaine manière. Alors bien sûr, la situation était particulière, mais je pense que cette question d'institutionnalisation en permanence, sans contrôle de la population ou sans contrôle des citoyens, est toujours problématique parce que ça se termine souvent en autoritarisme et du même coup, la liberté fondamentale n'est plus respectée. Mais il est vrai qu'il y a nécessité d'une coordination, à condition, bien entendu, qu'il y ait un contrôle permanent avec tout ce que ça implique comme remise, en quelque sorte, du pouvoir devant, non pas simplement l'opinion publique, mais les citoyens eux-mêmes. Mais ce que nous montre la crise actuelle, là, même au jour le jour, c'est que la légitimité institutionnelle, la légitimité de l'État ne suffit pas. C'est que cette légitimité, sans une autre légitimité qui est la légitimité démocratique, c'est-à-dire l'appui de l'opinion publique, l'appui des citoyens, plus que de l'opinion, l'appui des citoyens, conduit à une impasse, conduit à l'impasse politique. Et ça, en même temps, c'est plutôt positif de le savoir et de le penser, mais ça veut dire que le contrôle du citoyen sur le pouvoir doit être quelque chose, doit être une obsession de la démocratie. Et qu'on ne peut pas laisser fonctionner des institutions, des acteurs institutionnels, sans exercer sur eux ce contrôle qui seul garantit notre liberté. Merci infiniment Jean Garrigue, merci beaucoup Michel Rios-Sarcey pour cette heure et demie passée ensemble. Mais merci à vous pour votre attention, parce que c'est toujours très agréable d'avoir un public comme ça, très attentif. Merci aux services, aux équipes de la ville, merci aux bénévoles, merci aux équipes techniques et aux libraires. Les deux auteurs sont en dédicace juste ici, et comme ça les échanges pourront aussi se poursuivre. Le festival continue, je vous dis juste qu'il va se passer dans cette salle à 14h, de la liberté de circuler et de s'exiler avec Camille Schmoll, Oumar Youssef Souleiman et Catherine Vittel de Venden. Et à 16h30, est-on libre de dessiner ce qu'on veut et de rire de tout avec Agathe André, le dessinateur Juin et Guy Konopnicki. Vive Politeia, vive les débats et vive la liberté. Merci beaucoup.